Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième podcast de NuaWeb en direct de chez Coworking Rive-Sud, Yes. qui est actuellement mon invité spécial aujourd'hui. Quand j'ai pensé à démarrer ma chaîne de podcast, ça a été un des premiers candidats que je voulais recevoir parce que je trouvais que sa formule était très inspirante. Puis, c'est ça. Aujourd'hui, on est dans un podcast NuaWeb. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content d'être invité. Merci beaucoup. C'est un honneur. Ça fait plaisir. Alors, Yann, j'aimerais ça que tu me parles un peu de toi. C'est quoi ton parcours? Comment ça a commencé, Coworking Rive-Sud? De où que ça part, ton background? Je veux en apprendre plus sur toi. Ouais, écoute, ça me fait plaisir de partager ça avec toi et avec tes auditeurs. Écoute, à la base, moi, je suis ingénieur de formation pour partir un petit peu plus loin. Je ne partirai pas de ma naissance, là, mais j'ai été ingénieur industriel pendant des années. Puis en 2000, ça fait quand même une dizaine d'années, là, j'ai comme décidé de changer un peu de milieu. Et j'ai découvert l'entrepreneuriat tout à fait par hasard. En fait, c'était une formation pendant que j'avais pris une année sabbatique de mon ancien emploi. Et puis, j'ai découvert un cours en ligne avec EM Lyon en France. Ça s'appelait l'effectuation. Et ce petit cours-là, qui était avec 5000 personnes en ligne, là, c'était les fameux MOOC qu'on appelle. C'était génial. Et puis, on développait un projet entrepreneurial. Donc, c'était exploratoire pour moi. Je regardais ce que ça pouvait nous donner éventuellement. Puis, ce cours-là expliquait comment on peut lancer une entreprise avec rien. En fait, c'est ça la base. Et ça fonctionnait bien avec moi parce que j'avais rien. J'avais pas d'idée, j'avais aucun concept à mettre de l'avant. Et la première idée que j'ai lancée, c'était un calendrier pour les tâches dans les maisons, pour les enfants, pour faire participer les enfants aux tâches. C'était ça dans le cadre de mon cours que j'ai fait comme projet. Et ce qui est drôle, et en entrepreneuriat, tu vas être d'accord avec moi que c'est souvent comme ça. Une idée mène à une autre idée qui mène à une autre idée, tu rencontres des gens, ça te fait avancer. Et ça a été ça, moi, dans mon cas. Donc, pendant mon cours en ligne, dans ma petite équipe virtuelle qu'on avait, il y avait un type que son projet, lui, c'était d'ouvrir un coworking en France. Et je ne connaissais pas le concept, puis on parle d'il y a une dizaine d'années, là. C'est en 2016, 2015, 2016. Et puis, donc, j'étais curieux. Et comme j'étais tout seul dans mon sous-sol pendant que je faisais mon cours à la maison, à Chambly, j'ai commencé à regarder, y a-t-il un coworking au Québec? Est-ce que je pourrais utiliser ça? Ça a l'air le fun de voir d'autres personnes, de partager de l'expérience, briser son isolement, ce genre de choses-là. Et il y en avait un à Montréal qui s'appelle Ecto, qui est un des fondateurs du coworking au Québec, qui est le plus vieil espace, qui est une coopérative. Donc, je prenais l'autobus le matin, 1 heure de route, j'allais à Montréal sur le plateau, je faisais ma journée de coworking, je revenais après, vraiment du bon monde. J'ai adoré l'expérience. Et c'est de là que, un moment donné, je me suis dit, tant qu'à faire 1 heure matin et soir en autobus, pourquoi est-ce que j'en aurais pas un? Ça arrive sud, on pourrait en ouvrir un. Puis ça a été quoi comme les avantages que tu as trouvés dans ton expérience de coworking, pas chez Coworking Rive-Sud, mais que c'est le même concept en fait, là? Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir justement démarrer ton propre coworking? À la base, moi, ce que je voulais, c'était voir du monde comme moi. C'était ça, le but, c'était de sortir de mon isolement, de rencontrer des gens. Je ne suis pas le plus sociable de la gang, mais j'aime ça, être pas tout seul, avoir du monde autour, ça bouge un petit peu. Puis les cafés, je trouve ça bruyant, ça m'énerve un peu, c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, c'était pour ça que je voulais y aller puis rencontrer des gens. Puis je savais que quand tu lances un projet en entreprise, un nouveau projet, de parler avec des gens, ça te permet d'avoir un sounding board pour voir ton idée est bonne, n'est pas bonne, un pouls un peu de ta clientèle potentielle. Fait que c'était une façon pour moi de mettre en avant un peu ces idées-là que j'avais d'entreprendre éventuellement. On est encore à l'étape de projet à cette étape-là, bien sûr, mais c'était une façon pour moi de me mettre un peu à risque puis de sortir du milieu de corporatif. Il faut comprendre que pendant 30 ans, j'étais un employé. Là. Je n'avais pas de background entrepreneurial. Je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. C'est pas ma réalité. Donc, je te dirais que c'était vraiment pour ça, à la base. Et c'est ce qui a fait que Coworking Rive-Sud est resté toujours, malgré tout, les aléas de la vie. Puis le projet a évolué beaucoup depuis cette première année-là, en 2015-2016. Mais c'est toujours resté un lieu où les gens pouvaient briser leur isolement, rencontrer des gens. Ça reste le fondement même de notre entreprise. Mais je pense que oui, une des choses que moi j'ai remarqué depuis que je fais partie du coworking, c'est qu'il y a un bon networking. Les gens s'entraident. Chacun a comme sa spécialité. Puis quand vient le temps de me demander conseil, il y a une bonne synergie entre l'équipe. Puis c'est vraiment agréable pour moi. En tout cas, je trouve ça me motive à venir au bureau. Puis ça me motive aussi à être plus focus
sur ma business. Parce que quand j'arrive ici, il y a la machine à café, mon ordinateur, des bureaux. Fait que Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas la laveuse à vaisselle, il n'y a pas le chien, il n'y a pas le chat. C'est ça. exact. Tu es là pour travailler. Tu es là pour travailler, pour rencontrer des gens, pour faire avancer ta business. C'est à ça que ça sert. Après, tu veux avoir du fun aussi, mais c'est pas comme être à la maison. Là. Clairement pas. Exactement. Tout à fait. Fait que c'est ça, c'est un peu... c'est pour des gars comme toi, en fait, qu'on a bâti cette entreprise-là. Je veux dire, à la base, c'était des gens qui... Puis c'est sûr qu'au début, quand on a commencé, on était sur Saint-Charles, à côté de la cour cathédrale, là, dans le Vieux-Longueuil. Ouais. Puis, tu sais, t'as pas connu ces bureaux-là parce que ça fait quand même un certain temps. Mais on était 5 dans une salle de réunion qu'on louait à la journée. Là, ça nous coûtait 75$ pour la journée. On avait accès à une petite machine à café dans le coin de notre local. Puis on louait, le bâtiment était vide à l'époque. C'était en 2016, là, fin 2016. On est loin de la pandémie, on est loin des choses. Ça a beaucoup, beaucoup évolué. On était 5 entrepreneurs qui commençaient. On n'avait pas encore de business. Et aujourd'hui, ben là, on parle à des grosses entreprises comme Adecco, Manpower, qui sont nos clients. Des plus petites entreprises, des PME de la région, qui sont aussi nos clients. Des télétravailleurs, des gens qui sont des solopreneurs, des consultants. Il y a toutes sortes de monde. Mais c'est pas comme ça que ça a commencé. Ça a commencé avec des gens qui voulaient surtout briser leur isolement au début. Puis l'idée de partager un lieu, c'était pour réduire les coûts aussi en même temps, puis d'avoir notre place à nous autres. C'était un peu ça, là, le but de tout ça. Oui, bien, justement, j'aimerais que tu me parles un peu les coûts. C'est quoi l'avantage? Parce que moi, j'ai remarqué des fois, les gens, mettons, quand on parle du prix du loyer du bureau, souvent, la première impression, les gens, ils trouvent ça un peu cher, mais des fois, ils oublient qu'on a accès à une multitude de services que si, advenant le cas, on voulait avoir ces services-là puis louer à long terme, ça coûterait 5 fois le prix de ce qu'on paye. Là, d'avoir une salle de réunion disponible presque en tout temps, d'avoir une salle à dîner, service concierge, c'est vraiment toutes des options que c'est inclus dans le prix, mais c'est sûr que ça augmente le prix, mais c'est tellement bénéfique. Puis moi, je sais que depuis je suis ici, les gens, quand je les reçois dans la salle de réunion, je reçois des clients, bien, ça fait très professionnel, puis ça augmente mon image de marque. Tu sais, Ce qu'il faut comprendre, c'est que le coworking, ça ne s'adresse pas à n'importe qui. C'est fait pour une clientèle. Comme n'importe quel produit-service, c'est pas pour n'importe qui, c'est fait pour toujours ta clientèle. Tu ne t'adresses pas à n'importe qui, toi non plus, dans ta business. Exact. Et c'est correct et c'est normal. Et c'est certain que si tu es une entreprise qui a besoin de 20 000 pieds carrés, bien, le coworking il est trop petit pour faire tes besoins. Donc, oui, tu vas t'installer sur un lieu où tu vas avoir pendant 5, 10, 15 ans, bien, c'est pas du coworking que tu vas faire. De la même façon, tu travailles chez toi, tu fais un petit job à temps partiel de ton sous-sol chez vous. Tu n'as pas besoin d'un bureau fermé à temps plein dans un coworking. Tu peux avoir un open space de temps en temps pour sortir de chez toi, briser ton isolement, mais fait que la formule est très, très adaptative en fonction de ta réalité comme entrepreneur, si on veut. Si tu compares, souvent, ce qui arrive, c'est que dans notre business, les gens vont comparer le prix au pied carré, qu'on appelle. Donc, si tu loues un bureau, normalement, tu vas être à 25 $ le pied carré, mettons, dans la région, pour un bail de 5 ans. Et je pense que le mot magique, il est là, 5 ans. Quelle entreprise aujourd'hui, à part celle que ça fait 30 ans qu'elle existe, qui est énorme ou qui roule depuis longtemps puis qui est assez assurée de ses chiffres, qui est capable de dire les 5 prochaines années, je sais exactement mes besoins en bureau, de quoi ça va avoir de l'air. Ça n'existe plus, ça. Il y en a pratiquement plus, surtout pas après la pandémie. Avant la pandémie, c'était déjà pas évident. Depuis la pandémie, c'est encore moins évident. Donc, l'idée de dire, oui, ça te coûte plus cher d'aller en coworking en termes de prix du pied carré, c'est pas faux. Sauf que tu t'achètes de la flexibilité, tu t'achètes de l'agilité, tu t'achètes aussi une communauté, tu t'achètes un paquet d'autres choses, des services annexes, qui finalement, quand tu calcules tout ça, tu te dis, attends, non, ça revient moins cher. Mais il faut faire le calcul et il faut le faire comme il faut. Mais on a des clients de temps en temps qui viennent nous voir et qui disent, écoute, je peux avoir 25$ le pied carré à côté, tu es à 75$ le pied carré. Je dis, oui, mais. Et là, quand tu calcules tout, tu te dis, non. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui résilient leur beau actuellement, qui nous appellent, puis qui viennent nous voir, puis qui disent, finalement, j'avais 1000 pieds carrés avant, ici, j'ai 200 pieds carrés dans vos bureaux. Je prends 5 fois moins de place, mais je paye 2 fois moins cher que ce que j'avais avant. Fait que le prix au pied carré... Avec les mêmes services. Avec plus de services. Plus de services. Oui, plus de services. Il ne s'occupe plus de la machine à café, il ne s'occupe plus de la vaisselle qui traîne, il ne s'occupe plus de rien. Tout est pris en charge, le ménage est pris en charge, l'Internet est inclus. Quand ça ne marche pas, là,
croyez-moi, on a un intérêt incroyable à résoudre des problèmes d'Internet quand ça arrive. Oh, on ne se le cachera pas, des fois, nos fournisseurs ne sont pas blindés non plus. Vidéotron est belle, c'est pas parfait non plus. C'est pas infaillible. Mais croyez-moi que quand il y a un problème, le téléphone sonne, puis c'est pas juste votre compagnie qui a le problème. C'est toutes les compagnies qui sont dans le coworking, fait qu'on évite le piton pour être capable de résoudre le problème. C'est le pain et le beurre de notre... c'est comme l'oxygène de notre coworking, c'est quoi? C'est l'électricité, l'Internet, la machine à café. Une fois qu'on a ça, le restant, c'est tout du fun d'avoir à rencontrer des gens, c'est le fun des petites activités qui se passent à droite et à gauche, les relations qu'on noue avec les autres personnes, tout ça, c'est du bonus qui fait que ça devient agréable d'aller au bureau. Ça devient quasiment une famille. C'est une famille professionnelle. Oui, exact. Mais c'est carrément ça. Je veux dire, le nombre de fois qu'on se parle de projets, puis que, bon, la majorité ne voit pas le jour, puis c'est correct. On brainstorm des idées. Mais c'est bien plus fun de les brainstormer ensemble, puis de ne pas dépenser d'énergie puis d'argent à essayer de voir valider des concepts que de dépenser 1 an de notre temps, de notre énergie pour se rendre compte que ça ne marche pas. Il vaut mieux rapidement le voir ici. Exactement. Concentrer sur ce qui marche. Ton podcast, c'est un bon exemple. On a parlé de bien des affaires, mais le podcast, c'est cool. Mais oui, je suis vraiment content. Ça marche, puis c'est agréable, puis les gens y écoutent. Puis moi, je suis un consommateur de podcasts maintenant depuis 1 an. Dans la voiture, j'écoute des podcasts. J'aime ça. Nice. Pour revenir à l'ascension, on a dérogé un peu encore, mais pour revenir à l'ascension, mettons ton démarrage d'entreprise, là, d'être 5 gars qui partagent un bureau. Il y avait une fille aussi, c'était 4 gars, une fille. 4 gars, une fille, j'ai 2 bâtisses, je sais pas combien de bureaux total, là, mais... 40, je sais pas, 40, 50, là. 40, 50 bureaux. Ça fluctue, des fois, il y a des salles qui deviennent des bureaux. Oui. Donc, ça a été quoi le processus? Combien de temps que ça a pris avant que ça, on peut dire, explosé, ou peut-être que ça a été plus graduel? Ça a été quoi ton élément déclencheur là, qui t'a permis de faire le grand saut, en fait? Il faut comprendre que ça a été plusieurs éléments déclencheurs qui m'ont amené à différents niveaux à chaque fois. Puis, comme je n'ai pas un background entrepreneurial à la base, j'étais vraiment dans l'inconnu, puis je comparais avec ma réalité d'employé. Puis comme employé, ce qu'on fait, c'est qu'on y va étape par étape, puis on y va un petit morceau à la fois. Donc, ça a pris, je pense, en 2016, on a incorporé l'entreprise, puis ça a pris un bon 4 ans avant qu'on parte de cet endroit-là pour aller prendre un premier bail. On n'avait même pas de bail pendant 4 ans. C'était une entente mensuelle que le gars, il nous donnait un coup de main, puis on est parti de la petite salle de conférence, on était 5 dedans, on est monté à 6. Après ça, on a commencé à prendre un petit bureau sur l'étage, un autre bureau. Après ça, il y a un petit open space de 3 places. Lentement, de mois en mois, Petit train va loin, ce qui fait que 4 ans après, on avait la bâtisse au complet qui était l'équivalent de peut-être 1000 pieds carrés. C'était pas énorme, mais c'était un début, puis on n'avait pas de bail. Et là, c'est là qu'on s'est dit que ça nous prendrait peut-être un bail. Donc, on a déménagé dans l'édifice Place à l'Emploi, sur chemin Sainte-Foy, qui maintenant s'appelle chemin du Coteau-Rouge, boulevard Sainte-Foy qui s'appelle chemin du Coteau-Rouge, près de chemin Chambly. Puis on était là avec un premier bail. Et c'était nouveau, là. Avant ça, j'avais aucune obligation. J'avais toujours ma job parce que j'avais lancé un incubateur avec mon collègue Emmanuel Cameron. On a lancé le Garage et compagnie, là, qui est un incubateur en OBNL sur la Rive-Sud pour les entreprises manufacturières, qui roulent toujours en passant puis qui sont toujours dans nos bureaux à Longueuil. Et puis, donc là, on a eu un premier bail et c'était encore un projet à temps partiel parce que c'est l'OBNL qui m'engageait à ce moment-là. Jusqu'à temps que j'essaie de faire le chemin, mais on est à peu près il y a 4 ans, à peu près. Là, j'ai reçu un appel de Via Rail, pour ne pas les nommer, qui cherchait 30 bureaux. Et à l'autre endroit où on était, on avait 20 bureaux en tout. Et il était pratiquement plein à l'époque. Là, on parle de... c'est ça, il y a 4-5 ans. Donc, et c'est là que j'ai découvert que j'étais entrepreneur. Parce qu'avant ça, je ne l'étais pas. C'était plus un projet. J'avais encore ma job. Mais c'est là que je me suis dit, comment je peux faire pour répondre à un besoin de client alors que je n'ai pas ce qu'il faut? Et on a vraiment, à l'arracher, trouvé un local à Brossard avec le propriétaire d'un côté, Via Rail de l'autre côté. On a fait une entente et ça a été nos premiers clients dans notre espace de Brossard. Et c'est là que j'ai compris que j'avais une entreprise. Avant ça, c'était un projet qui se payait un peu. Et là, tout d'un coup, on partait. Et là, on était 3 mois avant la pandémie, ce moment-là. C'était vraiment... puis on avait un bail d'1 an avec Via Rail. Donc, c'est ce qui a lancé Coworking Rive-Sud officiellement. On est passé d'un petit 3000 pieds carrés à un 3000 plus un 5000 pieds carrés à Brossard, donc 8000. Donc, c'est une croissance de, on peut dire, le double, un peu plus que le double, quand même. Et on a fait ça pendant toute la pandémie. On a réussi à se maintenir à flot pendant la pandémie. On a perdu de l'argent, comme
presque tous les coworking, bien sûr. On a réussi quand même à passer à travers. Et on a eu l'opportunité de croître en 2021. 2021, ouais, à l'automne 2021, en sortant de la pandémie, en fait. On avait un coworking qui était sur la Rive-Sud qui voulait se défaire de ses opérations et retourner à leur château fort à Montréal. Donc, on s'est porté acquéreur pas de l'entreprise, mais du fonds de commerce et de l'espace comme tel, qui est au chemin Chambly, chemin du Coteau-Rouge. Et lui, c'est 12 000 pieds carrés. Donc, on a déménagé notre 3 000 pieds carrés de Longueuil dans ce nouvel espace-là de 12 000 pieds carrés. Et là, tout d'un coup, on a encore doublé notre superficie. Quadruplé celui-là, mais on avait déjà le 5 000 pieds carrés à Brossard. Donc, overall, si tu calcules tout, là, mais on a quand même augmenté pas mal. Et là-bas, c'est 3 étages, c'est une bâtisse, c'est une autre gestion. On est propriétaire d'une bâtisse et non plus locataire. C'est une autre façon de voir le... Un investissement immobilier. C'est autre chose, c'est ça. On est ailleurs. Mais ça l'a renforcé notre position aussi sur la Rive-Sud, bien sûr, comme joueur important sur la Rive-Sud. On n'est pas tout seul, il y a d'autres coworking partout au Québec. Et c'est la bonne nouvelle, c'est que c'est un modèle en expansion. C'est pas un modèle facile pour faire de l'argent, là, on s'entend. Il y a d'autres façons de faire de l'argent plus faciles. Mais ça répond à un besoin. On rencontre des clients et à chaque fois que j'ai un 5 étoiles sur Google, je suis content. Puis à chaque fois qu'un client part et dit « on va revenir », puis ça, pour les locations de salles, par exemple, parce qu'on loue des salles, on a plein de services pour nos membres. Ça fait que la business, elle est intéressante pour moi. Puis comment, justement, avec la compétition, comment tu arrives, parce qu'il y a quand même des gros joueurs là, dans le domaine, là. Ouais. Qu'est-ce qui fait que Coworking se démarque de la compétition? Ça serait quoi Ouais. Sans dévoiler les secrets, là? Je vais te le dire juste à toi, puis on coupe le micro. Non? OK, ouais. On va laisser. Non, mais en fait, j'ai pas de problème. J'ai pas de problème à partager parce que le coworking, ça reste un mouvement de collaboration à la base. L'idée, c'est de travailler ensemble. Mm-hmm. Oui, tu ne vas pas donner tes chiffres à tes compétiteurs jusqu'à un certain point, mais sais-tu quoi? On va en parler parce que c'est un bon exemple. Quand j'étais sur Boulevard Sainte-Foy, à Longueuil, le petit coworking de 3000 pieds carrés dans l'édifice de Place à l'Emploi, le coworking qui est venu s'installer à côté de chez nous, il m'appelle parce qu'on se connaissait quand même à l'époque et il me dit on s'en va sur la Rive-Sud. Fait qu'on voulait juste avertir qu'on allait arriver avec un deuxième coworking sur la Rive-Sud. Fait que tu ne sois pas surpris, tu sais. Pas de problème, bien content. Plus qu'on est de fous, plus qu'on rit, tu sais. Ils viennent s'installer au coin de la rue. Attends un peu, là. Il y a un garage entre nous, là. Il y a nous, le garage et eux. Quand tu m'as dit que tu t'en venais sur la Rive-Sud, tu m'as pas dit que tu t'en venais dans ma cour, là. Littéralement. Puis, sur le coup, mon collègue Emmanuel, pour pas le nommer, il me dit « Tu sais quoi, Yann-Patrick, tu vois pas ça comme faux. C'est pas de la compétition qu'il vient de faire. Il vient de créer un hub. Il vient de créer tout d'un coup un hype sur le coworking dans ton coin. » T'aurais été excité, là? Justement, souvent, il y a une stratégie que les revendeurs de canettes, ils mettent une machine Sprite, puis une machine Pepsi, puis une machine Coke. Puis là, au lieu que le client se demande est-ce que je veux un Coke, c'est est-ce que je veux un Coke ou un Pepsi. Voilà. Fait que ça monte les ventes, ça s'est prouvé. Tout à fait. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'avait pas exactement le même marché non plus. On était dans un milieu différent que eux. Et finalement, on n'a pas nécessairement collaboré ensemble, mais on s'est très bien entendu. Puis ça a fini qu'on a acheté la place finalement. Donc finalement, c'était un bien c'était même pas un mal pour un bien, c'était juste du bon là, overall, au final. Mais donc le coworking, c'est beaucoup dans cette optique-là. Donc pour répondre à ta question, ce qui nous rend différents, je crois, au début, on se présentait beaucoup comme plus low cost. On essayait d'être en bas du prix de nos compétiteurs pour toutes sortes de raisons. Nos coûts étaient plus bas aussi. Donc, c'était facile pour nous de se combattre sur le prix. Sauf que ce qu'on se rend compte, c'est que la qualité a augmenté avec le temps. Les exigences de nos clients ont augmenté aussi entre-temps. Donc, notre offre s'est améliorée et on n'a plus de honte aujourd'hui de dire qu'on est capable de se comparer aux meilleurs. On a des espaces qui sont vraiment sur la coche. On est en train de préparer la rénovation de notre espace de brossard parce que là, bon, il se fait 5 ans qu'on est ici puis ça commence à être vieux un peu. Il faut refaire les tapis et trucs. Mais à Longueuil, on a un super espace qui est vraiment la déco, tu l'as vu d'ailleurs. Au goût du jour, 100%. Une belle place, les gens aiment la vibe. On a un café dans le coworking, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est vraiment une place incroyable. Et puis, ce qui fait que notre positionnement, il a fallu qu'il évolue un petit peu. Et je te dirais qu'on travaille fort sur un paquet de trucs, mais notamment au niveau de bâtir une communauté. Je sais que ça fait galvauder un peu de dire qu'une communauté, un coworking, c'est une communauté.
Mais à la fin de la journée, on est en train de se détacher du modèle immobilier. Ce qu'on veut, c'est que quand vous venez chez nous, c'est votre entreprise qu'on prend en charge et non pas seulement votre espace bureau. On veut être capable de vous fournir les ressources que vous avez besoin, que ce soit de la main-d'œuvre, que ce soit des services, que ce soit des infrastructures, que ce soit n'importe quoi. Vous venez chez nous parce qu'on va on va s'occuper de tout ce qui n'est pas core dans votre business. C'est là qu'on est rendu de toute façon. Et c'est là qu'il faut aller comme espace de coworking, nous. Donc, je te dirais que c'est un peu là qu'on se démarque auprès de notre compétition. Peux-tu en dire un point, moi, sur quoi tu te démarques? Ben, pour avoir magasiné au début dans d'autres coworking. T'as fait ça, toi? Ah oui, j'ai fait ça. Je pensais que tout de suite, t'étais arrivé chez nous puis t'avais trippé, puis non? Non, j'ai magasiné comme trois endroits. Puis je te dirais que, tu sais, oui, le prix était pas tant moins cher, juste un léger, un petit peu moins cher. C'était pas vraiment le prix, mais moi, c'était vraiment l'expérience client. Que il y a 2 fois que c'était un stagiaire, je pense, qui m'avait répondu. Ouais. Puis une fois avec toi. Puis à chaque fois, j'étais comme, mon Dieu, j'ai le goût de faire affaire avec. Puis je pense que que ton équipe est trainée en fonction d'un service client. Puis on met vraiment ça de l'avant, encore plus qu'avant, je te dirais, parce qu'on a réalisé parce que les jeunes comme toi nous l'ont dit, on réalisait pas ça au début. On a même flirté avec l'idée d'automatiser nos sites. Tu te rappelles, on a eu ces discussions-là de dire on n'aura plus personne sur le site parce que les coûts sont plus chers, puis le kit, puis il faut être rentable et efficace dans notre cash. Puis on a reculé. On a dit non, c'est quoi? On ne peut pas nommer un gérant sur place, c'est pas comme ça que ça va marcher. Il faut trouver des formules différentes pour être rentable, mais il faut qu'il y ait de la présence, il faut qu'il y ait quelqu'un qui care à propos de nos membres, il faut quelqu'un qui organise des trucs, il faut que ça bouge. Puis si tu veux prendre en charge toutes les opérations de tes entrepreneurs, tout ce qui n'est pas core, ben, ça prend quelqu'un. Oui, on automatise plein de choses. La moitié de nos salles sont réservées en ligne directement sans qu'on soit présent pour la réservation. Mais pour l'accueil, par exemple, on est là. On met la petite bouteille d'eau avec les verres. D'ailleurs, j'aurais pu mettre une bouteille comme on fait dans nos salles normalement. Mais on a de l'eau quand même. Mais non. C'est moi qui ai un mauvais hôte aujourd'hui. Là. Non, mais on va t'apprendre ça. Mais tout ça, ça se fait, dans le fond, c'est logique et c'est cohérent. Et je te dirais que les coworking, ils sont tous en train de chercher un peu leur façon de se placer dans l'écosystème, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, au Canada, au Québec. Il y a différents modèles. Ils sont tous bons. Il faut juste que celui que moi je promouvois, ce soit celui que je crois, celui que je veux. Et il n'est pas meilleur qu'un autre. Il est juste différent. Et moi, c'est comme ça que je le feel, c'est comme ça que je le sens. Donc, oui, tu as raison. L'accueil, il y a même un mouvement qui est très trendy qui dit que le coworking, c'est pas un truc immobilier, c'est un truc d'hôtelling. C'est un hôtel. Tu es là pour accueillir les gens. 100%. Puis on est même plus loin que ça. On a commencé hier à brainstormer par rapport à ça, mais dans le fond, nous, notre positionnement, il n'est plus un hôtel. On n'est plus là. On est rendu au Club Med. On est rendu que quand tu vas dans un Club Med, là, c'est pas la chambre que tu loues. Là. Non. Ça n'a rien à voir. L'expérience. C'est l'expérience. Et là, c'est là qu'on est en train de travailler, nous, déjà, pour l'expansion future de nos espaces actuels. Parce que notre plan, c'est d'en avoir 5 sur la Rive-Sud à court terme dans les prochaines mois, années. La pandémie nous a un peu retardés, on ne se le cachera pas. Il a fallu se retourner de bord. C'est ça un scoop, là? Pas encore, mais ça s'en vient. On travaille fort là, pour des nouvelles ouvertures et puis augmenter l'expérience, comme je te dis, c'est primordial parce que le modèle, quand tu veux scaler un modèle, il faut qu'il soit établi. Donc, on est encore en train de finir de l'établir pour qu'il soit vraiment périn, rentable et périn. Et après ça, on va être capable de le scaler rapidement. Tu sais ce que c'est. Après ça, tu fais des petits pains. Une fois que tu as la recette, ça va bien. Tu payes sur play. Tu payes sur play, puis c'est ça. Mais jamais au détriment de perdre la qualité de ce qu'on donne nos expériences. C'est ça qui est l'enjeu de garder ça. C'est toi qui m'as appris la machine à saucisses. La machine à saucisses. Ouais. Il y a plein de façons de lancer une entreprise, puis il y a bien des raisons pour le faire. Moi, c'est le trip de juste dire une machine à saucisses, c'est le fun de voir marcher ça. Je suis ingénieur industriel, fait que ça fait du sens. Après, tant qu'à faire une machine à saucisses, on peut-tu la faire qui fasse du bien, qui rend un service utile, un service qui aide des entreprises de la région, c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour les gars comme toi, c'est bon pour moi, c'est bon pour tout le monde. Mais je pense que tu as vraiment le profil comme relation humaine. Tu es une personne qui est down, qui veut toujours le bien, puis j'arrive avec des projets des fois comme le nouveau studio. Tu arrives, tiens, j'ai ça pour les fils, tu pourrais cacher tes fils. Tu es toujours à l'écoute de tes clients. Puis pour vrai, ça, c'est la clé du succès, je pense, en entrepreneuriat. Être à l'écoute de ses clients, que ce soit dans n'importe quel business, c'est primordial. Puis ça, tu l'as,
te le donner à 100%. Ben, je te remercie. Tu sais, comme entrepreneur, encore une fois, je n'ai pas une expérience de 20 ans en entrepreneuriat. Je ne suis pas né avec ça. Puis on se questionne. Des fois, pendant la pandémie, crois-moi qu'on s'est questionné. Là. Qu'est-ce que je fais là? Je suis mieux de me trouver une job. Perdre de l'argent pour payer pour travailler, à un moment donné, il y a une limite là, à ça. Puis je parlais avec un coworking à Montréal dernièrement, justement, puis on partage beaucoup de valeurs similaires de service à la clientèle, pas de service à la clientèle, c'est un peu, comment on dirait ça? Galvaudé, le mot, c'est peut-être carry. Justement, le petit détail de dire, t'as un peu cache tes fils, tu vas te barrer les pieds dedans, puis c'est pas parce que je veux pas être poursuivi pour faute professionnelle que je te mets un truc pour cacher tes fils. Non. C'est parce que c'est pas beau. Puis parce que je veux que ça a l'air bien ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Puis tant qu'à faire, on peut-tu le faire bien, tu sais. Fait que, puis le gars, Francis, il s'appelle, on avait cette discussion-là, puis il me disait, tu sais quoi, Yann-Patrick, tu fais exactement ce qu'il faut. Tu n'as pas... Oui, tu doutes des fois dans la vie, puis non, tu fais ce qu'il faut. Non, t'es à ta place. T'es à ta place. Ouais, c'est ce qu'il m'a dit. C'est exactement ça qu'il m'a dit. Tu continues, fais juste continuer. Puis en période de doute, tu sais quoi, tu continues. Puis ça paye un moment donné. Puis on est rendu à cette étape-là de dire, OK, on commence à récolter ce qu'on a mis les dernières années, qui n'ont pas été des années faciles, mais puis tous les business passent par des affaires de même, hein? Des moments faciles. Bien sûr, bien sûr. Si tu avais justement un entrepreneur qui démarre son entreprise, mettons les 5 erreurs à ne pas commettre au départ, ce serait quoi? Selon ton expérience. Je vais écrire un livre là-dessus, j'en ai fait tellement d'erreurs. Tu peux en dire 10 si tu veux. Non, mais écoute, ça va prendre une autre heure de podcast. Non, sérieux, je pense que je les ai toutes faites. Je pense pas que je les ai toutes faites. Je pense que j'ai fait toutes celles que j'ai pu faire un peu de temps que j'ai eu, puis je vais encore en faire d'autres. Ça, c'est les erreurs qu'il ne faudrait pas faire ou que ne pas faire. Qui mettrait la business en périple, là, tu sais, comme... Le cash flow. Surveille ton cash flow. Colin, je dépensais trop. OK. À un moment donné, tu bâtis pour la croissance, hein, puis quand tu bâtis pour la croissance, tu dis, ben ouais, mais il faut investir, puis je vais payer toute l'année tout de suite parce que je sauve un mois de rabais, mettons. Ouais, mais attends un peu, ça vient de faire quoi, c'est ton cash flow, ça, d'avoir payé cette dépense-là tout de suite, là, en janvier versus toute l'année, là. Fait que, tu sais, ça, c'est une affaire, je n'avais pas compris que gérer le cash flow, c'est vital. Parce que quand tu n'as plus de cash flow, tu n'as plus rien. Tu meurs. Tu meurs, puis c'est de l'oxygène. Hein. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris à la dure pendant la pandémie, entre autres. Puis c'est pas, regarde, c'est pas fini. Là, la gestion du cash flow, c'est devenu mon truc. L'erreur aussi que peut-être que je vois souvent, que j'ai faite au début, c'est j'ai fait des prévisions financières avec un chiffrier Excel. Fait que j'ai dit, OK, coworking, un bureau, ça coûte tant, ça rapporte tant, les frais, c'est ça. Tu sais, on fait toutes des prévisions financières à un moment donné sur notre business. Mon coûtant, c'est ça. Puis là, je dis, OK, j'ai fait des prévisions de croissance. Je dis, ben, je vais faire 1,25 à chaque année de croissance, 25 de croissance à chaque année parce que c'est un secteur porteur. Ça donne des chiffres vertigineux. Ça n'a rien à voir avec la réalité. OK? Fait que un chiffrier Excel, c'est facile de faire des formules qui montrent des choses qui ne sont pas réelles. Plus pour présenter à la banque de la réalité. C'est correct. Oui, à la banque, tu racontes une histoire, mais base pas ton entreprise sur des affaires qui n'ont aucun sens. Là. Et ça, c'est ce que j'ai réalisé. On a eu l'acquisition de l'espace à Longueuil. Il y a beaucoup de salles de réunion dedans. Okay. Avant ça, c'était pas dans notre modèle d'affaires de louer des salles parce que c'était des bureaux. On avait quelques salles pour nos membres. Mais c'était pas... on n'avait pas besoin de ces revenus-là. C'était du gravy quand on en avait. On les rendait à la disponible, mais bon. Et là, tout d'un coup, j'ai un tiers dans ma bâtisse qui est en salle. Fait que là, c'est un autre modèle d'affaires, louer des salles. Et j'ai comme pas réalisé qu'il y avait des creux dans une année pour la location de salles. J'ai même pas réalisé qu'il fallait faire du marketing. Fait qu'on est arrivé là-dedans il y a 1 an et demi, avec pas de marketing, en se disant, ben le monde, il nous aime, puis ça va bien marcher. Les bureaux, ça allait. Les salles, ils étaient vides. Fait que c'est ça que tu réalises pas quand tu pars un nouvel business. En fait, tu sais pas ce que tu sais pas. Puis forcément, tu fais des bêtises. Fait que l'idée de s'entourer de gens qui peuvent éventuellement connaître le milieu, ça va aider, c'est certain. Après ça, les erreurs, on va les faire quand même parce qu'on n'écoute pas toujours ce que les gens nous disent. Ça, c'est d'autres affaires. Faut savoir quand écouter, quand pas écouter. Ça, c'est très difficile, je trouve. Oui, surtout dans le domaine du marketing, il y a tellement d'écoles de pensée, de manières de faire, puis c'est vraiment un choix personnel. On peut pas imposer notre solution à un client parce que si ça le rejoint pas, ça ne fonctionnera pas. Il n'est peut-être pas rendu là dans son déploiement. Puis j'ai un bon exemple. S'il y a quoi que j'aimais pas, c'est la vente et le marketing. C'était mes deux. Je suis un ingénieur de formation, je suis un gars d'opération.
J'ai toujours été là-dedans toute ma vie. Donc, quand tu me Montre-moi un plan, là. oui, les tables, ils vont être alignées, les murs vont être drettes. C'est correct, ça. C'est dans mon... L'Internet, il va être solide. Je vais faire des belles cabines téléphoniques. Les salles, ils vont être bien rangées. Les chaises, ils vont être ergonomiques. Ça va. J'ai pas de problème avec ça. La machine à café, tu sais, elle va être bonne. Mais vendre, un peu, là, c'est autre chose. Là. C'est pas... Les ingénieurs, c'est pas des bons vendeurs, normalement. C'est pas le même profil. Mais j'avoue, quand que tu m'avais fait visiter, tu n'avais fait aucune tentative de me closer, zéro, puis une barre, genre. Non. Ouais, puis, OK, il t'intéresse. Est-ce qu'on. Ben, tu me rappelleras quand tu seras intéressé. Ouais, non, mais c'est pour ça la vente, faut que. Non, j'ai appris des choses, mais après, tu sais, on ne change pas non plus tant que ça. Hein. J'ai jamais. Je fais visiter tantôt, justement, il y avait quelqu'un qui venait visiter tantôt une orthophoniste qui cherchait un local pour rencontrer ses clients occasionnellement. Bon, c'est pas notre marché cible. Mais c'est quoi, elle était super sympathique, la dame. On va trouver une façon de l'aider là-dedans, puis ça nous fait plaisir d'aider les gens, mais il n'y a pas de pression à mettre. C'est pas ça l'idée. Tu sais, l'idée, c'est de dire, écoute, voici ce qu'on offre. C'est génial, on y croit, on l'aime, nos clients l'aiment, ils nous le disent. Fait que j'ai pas besoin que tu aies confiance en moi. Puis, je pense que ton marketing a beaucoup évolué aussi. Oui. Ta présence en ligne, on te voit là. T'es là, t'es présent, ça arrive ça. Quelqu'un qui veut un coworking, il va te voir. Quand on parlait des erreurs tantôt, j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai fait quelques bons coups. Le bon coup que j'ai fait, c'est d'ouvrir Brossard avec un client qui prenait la moitié de mes bureaux là, pendant la pandémie. Bon, la pandémie, c'est pas moi qui ai choisi, là, mais ça, c'était un bon move. Et de faire de choisir un nom de domaine qui s'appelle Coworking Rive-Sud, c'est pas sexy, mais ça marche en tabarouette dans le... Ben oui. Ouais. Je peux pas sortir, je peux pas aller à Montréal-Nord ou aller à l'Abitibi avec ce nom-là comme tel, parce que Coworking Rive-Sud, c'est assez localisé, mais ça marche bien. Puis de toute façon, notre plan d'expansion, c'est les prochaines années, c'est sur la Rive-Sud. Donc, on a en masse à faire avec ça. Ben oui. Mais ça, c'est un bon move qu'on avait fait de choisir ce nom-là. Je pense aussi qu'au niveau potentiel de nouveaux entrepreneurs qui démarrent, de plus en plus, les gens veulent être un entrepreneur. Les jeunes d'aujourd'hui, là, mettons, ils veulent créer, sont dans le créatif, ils veulent développer des idées. Puis le coworking, c'est le meilleur endroit pour réaliser ce genre de projet-là. Là. Tout à fait, parce que tu peux les accompagner du début à très loin dans leur carrière. Tu sais. Je me rappellerai, je ne le nommerai pas parce que je n'ai pas dit que j'allais y parler de lui, mais une entreprise de la région qui fabrique des autobus électriques. Écoute, ils ont commencé, il était tout seul, le fondateur, il était chez nous tout seul dans un petit bureau de 50 pieds carrés là, au début. Ça a été un de nos plus vieux clients, mettons. Et quand ils ont quitté, il était rendu 30. Puis il y avait 20 dans nos bureaux, puis une dizaine en télétravail. Là. Et à un moment donné, c'est quoi? Au début, tu offres un petit bureau, une salle de réunion, une domiciliation à la limite. La majorité des entrepreneurs qu'on a, là, ils commencent avec une domiciliation. Ils ont une adresse dans nos bureaux, mais officiellement, ils travaillent de chez eux. C'est quoi ça déjà, une domiciliation? C'est ce qu'on appelle aussi un bureau virtuel, dans le fond. C'est une adresse dans un espace de coworking, par exemple. Et puis, ça commence à partir de 39,99. Mettons, tu es capable d'avoir ton front sur ton site web, tu mets notre adresse à nous, dans le fond. Et quand on reçoit du courrier, ben on t'avise, puis à ce moment-là, on gère ton courrier. C'est à 39,99 par mois, par exemple, ça pour être en affaires. Avoir une image professionnelle, c'est rien, là. T'as même pas besoin d'avoir un bureau, là. Qu'on accueille les clients, mettons, tes clients qui se présentent, on les accueille, puis on les prend en charge, c'est vraiment pas cher, là. Ben non. Puis tu sais, si tu commences dans ta business, c'est pas le temps d'investir 500$ pour un bureau ou 800$ pour un bureau. C'est pas là qu'on est, tu sais. Mais, un jour, tu vas vouloir sortir de chez toi. Ben là, tu vas commencer à venir peut-être dans l'open space. Une journée par semaine, 2 journées par semaine. On offre ça aussi. Fait qu'on commence avec ça. Puis un jour, tu vas engager ton premier collaborateur. Au début, tu vas l'installer dans ton sous-sol, mais ça se peut qu'à un moment donné, tu te dises à 3, ça commence à faire... On a un client ici que c'est ça, ils ont commencé dans le sous-sol, ils étaient 4. Dans le sous-sol familial. Ben là, à un moment donné, tu es rendu 6, ça ne rentrait plus. Ils sont arrivés chez nous, ils disent, c'est quoi, ça nous prend un bureau. On est rendu là. On leur a offert un bureau de 6 places. Puis tu sais, à un moment donné, ils vont avoir besoin d'un autre bureau parce que là, ils sont rendus... j'ai une firme de rédaction technique là, qui était avec nous jusqu'à il n'y a pas longtemps, jusqu'à il y a 1 an. Ils ont commencé, ils étaient 4. Ils sont partis, ils étaient rendus une vingtaine. Parce qu'ils prenaient 2 bureaux et demi chez nous. Là, ils étaient 2 bureaux à temps plein, puis régulièrement, ils débordaient dans un autre bureau. Fait que c'était le temps que pour eux qu'ils volent de leurs propres ailes. Puis tu sais, on travaille même déjà actuellement avec une offre qui serait un peu plus des bureaux un peu dans les mêmes, pas dans nos locaux, mais adjacents à nos locaux, où ce serait un peu moins géré, mais où ils pourraient avoir encore de l'expansion.
Oui, ben, un peu plus long terme, éventuellement. Donc, une solution un peu plus des suites corporatives qu'on appelle, où les gens, une fois qu'ils sont avec nous, qu'ils nous aiment bien, ils sont contents, ben, ils veulent peut-être pas quitter. En fait, quand ils quittent, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix. On n'est plus capable de les accommoder, ils sont trop gros. Ben, on aimerait ça les garder encore avec nous, sous une forme un petit peu différente. Fait que ça aussi, ça fait partie des projets dans les cartons. Oui, parce que ça doit être comme à deux tranchants. Tu es content de leur expansion, tu es fier de leur progression, mais comme quand, mettons, je ne sais pas si tu es encore le client de Via Rail, là, mais Non, ils se sont concentrés à Montréal. 30 bureaux qui partent demain matin, c'est un enjeu, ça. Là, Ça a été un enjeu, oui, effectivement. C'était en pleine pandémie en la plus. rétention de personnel, Ouais. de location de bureaux, Ouais, c'est un enjeu, ça aussi. Là. tout à fait. C'est pour ça que des gros clients, ben, nous, les coworking, souvent, c'est des plus petits clients. Mais tu sais, on dit des gros clients puis des petits clients, c'est très relatif. Je parle de Déco Manpower qu'on a à Longueuil, ou Via Rail, mettons, quand il était ici à l'époque. C'est des gros clients, ils sont 400 à Montréal. Au Québec, à Déco Manpower, je ne sais pas combien ils sont, mais ils ont un bureau régional chez nous. Fait que dans le fond, ils sont quelques-uns dans nos bureaux pour un bureau régional. Fait que c'est une énorme multinationale qui a des petits bureaux chez nous. Tu as des petits joueurs aussi qui sont très locaux, qui sont dans un secteur très, très restreint. Leurs services sont juste sur mettons, à Longueuil. Puis ils sont 2-3, puis ils sont corrects avec ça aussi. Puis on a des entreprises qui servent le Québec, mais qui sont basées à Longueuil. On a toutes sortes de choses. C'est ça qui est le fun avec le coworking. Et je pense qu'une de nos forces aussi, c'est la flexibilité. C'est rare qu'on a dit non à des gens. C'est pas vrai. J'ai dit non une fois à quelqu'un, c'est une hypnothérapeute. Elle, il fallait que... Ben, c'est de thérapie par l'hypnothérapie, en fait. Puis elle avait besoin d'un silence complet. Fait que là, je dis, attends un peu, c'est un cadre de bureau un moment donné, je suis pas sûr que je peux te servir adéquatement. Fait qu'on l'a référé ailleurs on essaie toujours de référer les gens de toute façon, hein. Même quand on n'a pas de place en passant. On a déjà envoyé des gens ailleurs parce qu'on voulait les servir adéquatement, même si c'était pas chez nous. On les référait à des gens qu'on connaissait, d'autres espaces, des centres d'affaires, ça dépend des fois, même des propriétaires immobiliers. Ça peut arriver des fois qu'on réfère à des propriétaires immobiliers parce qu'on dit, garde, celui-là, on le connaît bien, on a déjà fait affaire avec lui, on est client avec lui, tu vas être bien servi avec lui, mais ce que tu cherches, c'est pas ce qu'on offre. Donc, l'idée, c'est que la personne qui rentre dans nos bureaux soit bien servie, point. Peu importe avec qui, peu importe comment. Ah, c'est bien ça. Ben, je pense que même toi, tu fais pareil. C'est-à-dire, si tu n'es pas capable d'offrir le service à la personne, tu as un réseau autour de toi, il n'y a rien de plus fun de se faire dire, écoute, je ne peux pas t'aider, mais je connais quelqu'un, par exemple, qui est bon et qui peut t'aider puis qui est exactement ce que tu cherches. Oui, je le fais souvent parce que, tu sais, au fil du temps, on fait des connexions avec d'autres types d'entreprises, des fiscalistes, des entretiens ménagers, de name it, tu sais, j'en ai une multitude. Fait que des fois, je parle à un client, je fais une analyse de ses besoins, bien là, il a besoin d'aide dans sa comptabilité, mais ça fait une solution 360, ça fait un partenariat, puis tout à fait. Tout le monde, c'est un win-win pour tout le monde, tu sais. Je me rappelle même de l'époque où tu n'avais pas de drone encore pour faire du film, tu sais, tu référais à ce moment-là à quelqu'un d'autre, puis là, à un moment donné, tu t'es dit, sais-tu quoi, j'aimerais ça, moi, me lancer avec les drones il y a une couple d'années. T'as acheté ton drone, tu t'es installé, tu sais, puis là, à ce temps, tu es capable de servir ces clients-là. Exact. Fait que, mais pendant que tu n'en avais pas, tu ne pouvais pas le faire. Exact. Fait que tu référais, puis c'est correct comme ça. Ben oui. Il faut évoluer, puis on travaille tous dans le même écosystème, puis la compétition, il y en aura toujours, entre guillemets. On utilise beaucoup, nous autres, le terme coopétition. Fait que c'est de la coopération avec une petite gêne. Mettons, on va le dire de même. Moi, je suis vraiment de l'école. Honnêtement, là, dans mon domaine, je regarde pas beaucoup la compétition parce que j'essaie de croire en ce que je fais. Puis quand la formule fonctionne, je vois pas. Je sais qu'il y en a qui vont me lancer des œufs en ce moment là, en disant ça, là, mais quand j'ai une formule qui fonctionne, que j'ai des clients satisfaits, pourquoi regarder ailleurs si le terrain est plus vert? Peut-être pour trouver des nouvelles idées. Oui, c'est pas mauvais de savoir ce que les autres font. Hein. Je veux dire, on se renseigne régulièrement sur les prix de nos compétiteurs, on se renseigne régulièrement sur ce qu'ils sont en train de sortir, parce que quelque part, ça se peut que ce soit quelque chose qu'on veut prendre pour nos propres membres, implanter aussi. Des fois, on va dire non, c'est pas notre genre, et puis ça ne fit pas avec ce qu'on fait, puis c'est bien correct aussi, mais il faut le savoir. Ouais. Donc, je pense que connaître tes compétiteurs, c'est bien. Les clients nous le font savoir souvent, la oui, compétition. C'est pas mal notre baromètre. Tout à fait. Puis ça se demande. Tu vois, ça, c'est quelque chose que je faisais pas comme entrepreneur au début, de demander pour signer le contrat. Là, tu sais, je disais tantôt, quand la personne elle vient visiter, j'ai encore des fois le réflexe de dire, écoute, prends ton temps, réfléchis-y, il n'y a aucun problème, c'est quoi, je suis là, je bouge pas. Ah, moi, quand un client m'appelle, je demande tout le temps, je suis ta combienième soumission? Ouais. Moi, je commence à le savoir après une couple d'années, je connais mes compétiteurs très bien, puis je sais où ils sont allés. Puis les questions qu'ils me posent, souvent, ça me donne une bonne indication d'où est-ce qu'ils sont passés avant. Si t'es le premier, le troisième, il va dire, ouais, je veux
un site vitrine, tac, bilingue, Ouais. c'est quoi ton prix? Wow, OK, toi, t'as magasiné, là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, puis mais c'est pour ça que c'est important, je pense, de connaître ta compétition. Pas pour les copier nécessairement, mais pour savoir pour mieux comprendre ton client, où il est rendu dans son cheminement, tu sais. Puis il y en a que tu sais déjà, quand il arrive, que ça ne sera pas un de tes clients, parce que de la façon qu'il pose sa question, Fait que ça, c'est connaître sa clientèle. Puis tu n'as pas besoin d'être un closer rendu là, je pense, en termes de vente. Tu as besoin d'être à l'écoute, tu as besoin d'avoir une bonne relation avec la personne. Une fois que tu as ça, je veux dire, si tu n'as pas le deal, ben c'est parce que tu n'as pas la bonne offre pour ce Mais client-là. je dirais que dans ton cas, là, ça a été vraiment ce qui fait que tes ventes sont plus faciles à faire, c'est que tu as un branding alentour de ton entreprise, tu as un standard. Justement, qu'on aille à Longueuil ou à Brossard, c'est le même service, c'est les mêmes procédures. Ouais. C'est un peu comme quand on va chez McDonald's, on sait à quoi on s'attend. Tout à fait. On est certain de... Tu es en terrain connu. En terrain connu, Tout à exactement. fait. Ben, je pense que c'est ça l'idée d'avoir plusieurs espaces qui se rejoignent quelque part. C'est pour favoriser Ben, mon côté ingénieur industriel parle de standardisation, mais en termes d'expérience client, ce que tu veux, c'est que le client toi, tu te promènes entre les deux espaces, c'est un bon exemple. Tu vas utiliser notre lounge à Longueuil, notre grande salle de 30 places, pour faire des shootings ou pour faire, tu t'en vas là, tu es comme chez toi, tu es ici à Brossard dans tes bureaux normaux, tu es chez toi partout. C'est ce qu'on veut, que les gens ils se sentent bien, peu importe où ils sont. Et puis ça, c'est normal. C'est normal et souhaitable. Fait que ça fait partie de ce qu'on essaye de mettre de l'avant. Après, c'est bête, mais chaque site a ses particularités. Tu sais, c'est niaiseux, mais les puces. Les deux bâtiments où on est n'ont pas les mêmes systèmes de puces. Fait que je peux pas te dire je te donne la même puce aux deux endroits. Fait que ça te prend deux puces. Fait que ça, c'est des petits irritants qu'on aimerait éliminer, mais malheureusement, tant qu'on n'est pas... changer un système de puce au complet pour une bâtisse. Ça doit être énorme. Ben, c'est ça. Puis même à Brossard, je veux dire, on est tributaire de notre bâtiment. Là. Je veux dire, les coworking, c'est rare qu'ils ont une bâtisse au complet. Je connais quelques espaces, surtout à Montréal, qui ont leur propre bâtisse, là, mais sinon, t'es locataire. Tu n'as pas le pouvoir décisionnel. Fait que comment tu fais pour standardiser? Il y a des affaires qui se standardisent. En tout cas, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux pas avoir le même système. Puis c'est correct, il faut vivre avec, mais tout se fait avec un peu d'huile de coude puis de la bonne volonté. Tu arrives à faire de quoi. Là. Puis ton prochain step, ça serait plus aller dans le locatif puis refaire le même modèle qu'ici, ou tu irais plus dans l'acquisition de ben là, on est déjà sur l'acquisition avec Longueuil, donc forcément, ça fait un gros morceau quand même. C'est une grosse bâtisse, 12 000 pieds carrés sur 3 étages. Donc, le prochain, c'est une location. Encore, le modèle, c'est un hybride qu'on voulait faire. Nous, on voulait à la fois jouer sur les deux tableaux. Il y a des avantages dans les deux modèles. Ce serait quoi les avantages, un envers l'autre? Ben, la location, c'est que dans le fond, on a beaucoup moins de travaux, pas de travaux, mais de gestion à faire. OK. Tout est inclus ici chez Immo-Crédit, sur Auteuil. Notre bailleur, c'est une entreprise reconnue, ils sont solides, ils ont plusieurs bâtiments dans la région. Donc, nous, ça nous fait un partenaire de confiance sur qui on se repose. Puis quand j'ai un problème, je sais que je peux compter dessus. Fait que c'est beaucoup moins de charges à ce niveau-là. Alors que l'autre place, on est responsable de tout. Plus facile de prendre de l'expansion aussi, je me dis. Oui, plus rapidement. Avec un Immo-Crédit, c'est quand même une grosse boîte. Ouais. Il y a de quoi qui se libère. Ils t'appellent, ils disent « Hey, j'ai ça à telle place. T'intéresses-tu? » Oh, tu sais, ça c'est... Tout à fait. Oui. Puis, tu sais, il y a d'autres promoteurs immobiliers sur la région ici. Immo-Crédit, ils ont quand même 5 bâtiments, je pense, dans la région. Fait que c'est pas le plus gros non plus, mais l'idée, c'est de travailler avec des gens qui connaissent leur métier aussi. Puis nous, on n'est pas des gestionnaires. On n'était pas des gestionnaires d'immeubles avant d'arriver à Longueuil. Donc, clairement, on est en train d'apprendre aussi comment le faire. Fait que c'est pas... réalité. C'est tout à fait autre chose. Tu sais, si tu as déjà eu des triplex, tu sais qu'à la nuit, quand ils t'appellent à minuit parce que le drain déborde ou il y a un problème, ou le système d'alarme est parti, c'est pas la même chose que quand tu es locataire à un endroit où tu appelles ton propriétaire et tu dis « Démerde-toi, trouve le concierge, j'ai un problème. » Là, c'est toi qui est en front. Fait que nous, on trouve ça intéressant de l'apprendre. On travaille avec des espaces de coworking. On parlait de compétition. On a des partenariats un peu partout au Québec avec d'autres espaces, que ce soit pour partager l'information ou que ce soit pour juste échanger des fois des lignes ou des choses comme ça pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui sont en acquisition, il y en a qui sont en location. Donc, c'est toutes des choses qu'on peut s'entraider entre nous pour se comprendre. Mais tout ça pour répondre à ta question, pour dire que le prochain espace va être un peu plus comme celui de Brossard, probablement. 5 à 7, 8 000 pieds carrés. Il faut le trouver aussi, parce que sur la Rive-Sud, il n'y a pas tant de vacances que ça en termes d'espace. C'est pas comme à Montréal, où il y a plus de disponibilité. Fait qu'il faut y aller aussi prudemment.
On est sélectif quand même dans ce qu'on essaie de trouver, mais la formule, elle fonctionne bien. Donc, le rendu là, c'est vraiment entre guillemets, copier-coller, avec des gros guillemets, là, copier-coller, parce que c'est pas pareil d'une place à l'autre. Je pense qu'avec ton référencement, puis d'ajouter une succursale directement sur ton site web, ça va quasiment se faire tout seul. Là. Ben, tu sais, encore une fois, on est parti de où au début? Tu sais, on était 5 personnes qui avaient des projets d'affaires, puis je pense que sur les 5, il n'y en a plus personne qui est en affaires. Ben, les projets ont évolué, ils sont plus... C'est plus ça, là. OK. Donc, à aujourd'hui, où on travaille avec des multinationales et encore des gens qui se lancent en affaires, on a encore la clientèle assez élargie. Ben, c'est ça qui fait que tu es capable de faire évoluer ton modèle. Tu as une historique aussi, tu as des... Oui, puis on a appris des choses. Donc, puis le réseau s'est agrandi aussi, ce qui fait que quand on a ouvert Brossard, par exemple, c'est un bon exemple, on partait du petit espace de Longueuil, il y a des gens qui habitaient à Saint-Jean. Eux, ils se sont dit, moi, je vais aller à Brossard parce que je suis plus proche de Saint-Jean. Fait que déjà, il y a une migration naturelle d'un espace à l'autre, ce qui fait que quand tu rouvres un nouvel espace, tu as à la fois des gens qui partent de l'ancien espace parce qu'ils se rapprochent de leur milieu de vie, et ça, c'est notre vision, c'est d'être capable d'offrir des espaces à 10 minutes à pied d'à peu près n'importe quelle résidence à la Rive-Sud. C'est ça, à la fin, là, c'est ça le plan de match. Mais c'est très éco-responsable. Tout à fait, tout à fait. Les gens ne veulent plus faire du transport, ils ne veulent plus se promener occasionnellement, oui, mais pas tous les jours, ça ne fait aucun sens. Ils veulent y aller en vélo, ils veulent y aller à pied. C'est ça qu'on veut leur offrir. Des milieux de travail dans des milieux de vie. La fameuse histoire de la ville à 5 minutes là, qu'on appelle, ou des concepts un peu comme ça. C'est un enjeu quand même parce que l'étalement urbain sur la Rive-Sud, il est quand même là. Fait que ça doit être un gros enjeu. Mais je pense de peut-être faire des micro-coworking, ça serait peut-être une solution. C'est là c'est ce qu'on travaille, mais il y a un enjeu de rentabilité avec les micro-coworking parce que tu as les infrastructures que tu absorbes sur moins de bureaux, moins d'espace. Donc, il faut que le modèle soit très solide avant d'y arriver, mais on travaille avec, je dirais même pas des projets pilotes, c'est pas vraiment ça. On collabore avec des gens qui sont en train d'évaluer ces modèles-là pour éventuellement, parce que si on va être à 10 minutes de tous les milieux de vie des gens, ben tu peux pas avoir des géants, des coworking géants de 10 000 pieds carrés à toutes les... Tu peux pas en avoir 25 ou 30 sur la Rive-Sud. Non. Ce que tu peux avoir, c'est des micro-coworking, par exemple. Et là, il faut trouver juste comment le faire. Et je te dirais qu'on est bien avancé, mais on n'est pas encore prêt à annoncer une ouverture officielle. Pas de scoop. Le scoop, c'est qu'on travaille là-dessus. Ah, nice. Mais on n'est pas encore prêt à le faire officiellement. Puis j'aimerais aussi que tu me parles de ton implication avec tes stagiaires que je trouve merveilleux. C'est vraiment un travail formidable que tu fais avec eux. Je trouve que quand je les vois, mettons, pour les peu de fois que je les ai côtoyés, je trouve qu'ils sont vraiment très professionnels. Je trouve que, d'après moi, je ne sais pas c'est quoi ton processus, mais parle-moi donc un peu de ce programme-là. Je trouve ça super intéressant ce que tu fais pour un peu rendre à la communauté puis aux nouveaux étudiants qui sont à la recherche d'emploi, en fait. Bien, je te dirais que c'est un hasard, en fait, qu'on ait des stagiaires parce que quand on a commencé, on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, on n'avait pas de ressources, on partait de zéro. Puis c'était même pas le coworking au début, c'était l'incubateur quand on a commencé. Okay. Le coworking était juste une place pour qu'on puisse travailler, mais c'était pas une entreprise là, au début. Et puis, on a eu une stagiaire qui venait de France, qui a appliqué sur on avait mis un petit affichage parce qu'on essayait de trouver un peu de l'aide parce qu'on débutait. Puis, elle nous dit, moi, je cherche un stage non rémunéré, 6 mois, je viens de la France, puis je voudrais le faire au Québec. Puis, je trouve ça le fun, ce que vous faites. Ça a été notre première Casseline, ça a été notre première stagiaire. Et puis après ça, on a tellement aimé l'expérience que on a arrêté de ne pas les rémunérer. On ne les paye pas plein prix non plus, mais on a quand même, on offre quelque chose quand même là, pour leur expérience. Mais je pense que c'est en partenariat avec le gouvernement, ça se peut-tu aussi? Non, pas. Il y a différents programmes d'embauche de stagiaires, mais pour les stagiaires français, c'est pas en partenariat avec le gouvernement parce que ça reste des immigrants temporaires. Il y a eu des programmes et il y a encore des programmes pour engager des stagiaires québécois qui fonctionnent très bien aussi. On a eu aussi cette formule-là. Selon les opportunités qui se sont présentées à nous. Je te dirais que le gros, ça reste encore des stagiaires français parce qu'ils viennent d'écoles de commerce. Ils sont branchés vraiment... L'expérience internationale, ce que ça leur donne, c'est une vision du monde différent. Donc, forcément, ils sont... Je vais faire attention à ce que je dis, mais matures. Je les trouve matures. Je trouve qu'ils sont professionnels. À leur affaire. À leur affaire. Après, il y a toutes sortes de stagiaires, il y a toutes sortes de catégories. On a déjà eu des moins bonnes expériences, on ne se le cachera pas. Mais on est rendu avec un processus qui est quand même robuste. C'est le premier truc, comme ingénieur industriel, que j'ai automatisé, entre guillemets.
À tel point que nos stagiaires qui viennent faire du marketing chez nous, par exemple, ce qui est une formule qui est très utilisée par les coworking montréalais et même un peu à Québec aussi, à ma connaissance, mais parce qu'ils aiment venir à Montréal, les stagiaires français, c'est une belle place. Donc, je te dirais que c'est une belle formule pour eux. Et au début, on les prenait pour faire du marketing et en cours de route, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'ils pouvaient faire tellement plus que ça, puis il y avait des intérêts et de la curiosité pour faire plus que ça. On a commencé à rajouter des compétences RH en cours de route, entre autres. Nice. Et puis maintenant, c'est eux qui recrutent leurs remplaçants. Donc, nos stagiaires recrutent les stagiaires qui viennent les remplacer. OK. Ils font le processus de A à Z, de l'affichage de poste à la sélection des CV, des candidats, les premières entrevues. Et tout ce que je me garde, c'est l'entrevue finale. Wow. Et honnêtement, là, ils me bookent même mon entrevue finale avec le candidat qu'ils ont retenu. J'ai jamais, depuis ça fait 5-6 ans, là, mettons 4 ans qu'on le fait comme ça, là, officiellement. J'ai jamais refusé un candidat qui m'avait soumis. Wow. Je fais l'entrevue, en fait, c'est plus pour apprendre à voir c'est qui va se joindre à notre équipe dans la prochaine cohorte. Tu pourrais quasiment leur donner carte blanche, la façon que tu me parles. Pratiquement. Pratiquement. Puis si je le fais pas, c'est pas parce que j'ai pas confiance, c'est parce que ça serait bien que le stagiaire voit avec qui il va travailler, parce que le stagiaire, lui, il sera plus là quand son remplaçant va arriver. Donc, il faut quand même créer un lien déjà avec quelqu'un de l'équipe. Donc, c'est la seule raison pour laquelle je fais encore les entrevues finales. Puis, as-tu certains stagiaires que tu as gardés au sein de l'équipe par la suite? Non, c'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce que c'est des stagiaires de première année ou de deuxième année. Donc, il faut qu'ils retournent faire leur programme. OK. On a quand même des beaux exemples de stagiaires qui ont fait carrière au Québec. Je pense que la première stagiaire qu'on a eue, Kathleen, est allée travailler chez pas Softimage, Web, voyons, j'ai un blanc, firme de jeux vidéo à Montréal. Ubisoft? Ubisoft. Ouais. Puis ça a été un des critères qu'ils ont regardé dans son entrevue qu'elle nous a raconté après. Donc, elle est partie de chez nous. Elle était retournée en France pour faire finir ses études. Et après, elle est revenue à Montréal. Et comme elle avait travaillé dans une petite structure, ça l'avait joué en sa faveur. Parce qu'il avait peur que quelqu'un d'une école de commerce française soit trop rigide pour leurs besoins. C'est ce qu'elle m'avait raconté à l'époque. Donc, on a des stagiaires aussi qui ont lancé des entreprises en France. On les suit. Je pense à Paul, qu'on va justement présenter son profil dans nos médias sociaux là, dans les prochaines semaines. On est en train de revoir notre réseau d'alumni, en fait, nos anciens stagiaires. On en a eu beaucoup quand même à travers les années. Ça fait 8-9 ans là, qu'on en a eu sur des genres de retrouvailles, dans le fond. Hein? Ouais, puis de montrer un peu où ils sont rendus. Puis on trouve ça le fun de montrer à nos stagiaires que venir chez nous, ça a servi. Outre l'expérience incroyable que tu as, c'est dans un milieu vraiment dynamique, c'est plus que ça. Ça a l'air niaiseux, mais un de nos stagiaires, il veut lancer une start-up. Il a commencé avant de venir chez nous avec une petite start-up en France. Et tout de suite, quand il est arrivé, on l'a mis en contact avec notre incubateur, le Garage & Co, pour qu'il tout de suite il s'immerge dans un... puis il n'est pas incubé, mais il est en contact avec des entrepreneurs qui lancent des start-up dans la région ici. Imagine le plus que ça lui donne dans son stage. Ça n'a rien à voir avec le stage. Puis aussi... C'est un bonus. Je te dirais, côté marketing, nos stratégies sont très américanisées. Puis, mettons, généralement, globalement, le marketing américain, c'est comme un des plus renommés. Souvent, les Français, les Québécois, on va copier ce qui se fait aux États-Unis, puis on va reproduire ça, adapté pour notre public. Okay. Mais souvent, quand il y a un trend qui part aux États-Unis, c'est pas trop long qu'on le voit passer. Ouais, on utilise la même recette. Là. C'est vrai. Exemple, justement, les vidéos que je fais en ce moment avec Caption, avec... c'est vraiment... Mr. Beast sur YouTube là, qui a parti ça, puis là, maintenant, c'est rendu un standard de l'industrie. Puis tu vois, quand tu m'avais montré les premières, il y a une couple de... ça fait un petit bout maintenant, là, quand tu m'avais montré ça, j'avais dit « Hey, j'ai vu ça justement dans un reel ça venait des États-Unis, je me rappelais pas c'était qui. Là, moi, c'était pas Mr. Beast, mais c'était un autre, mais on voyait que ça s'en venait là, dans la tendance. Fait que... non, c'est vrai. C'est vrai qu'on est un peu à la... Pas à la remorque, c'est pas vrai, mais je te dirais qu'on suit un peu les courants. On n'a pas la même population, les mêmes budgets. Ouais. Donc, eux, pour étudier leur campagne de marketing, ils ont des budgets 10 à 100 fois plus élevés. Fait que ça fait un produit final meilleur, mais qu'on peut s'inspirer par la suite. Ouais, puis tu sais, quand tu le fais, moi, je dis tout le temps, être le deuxième dans un marché, c'est pas comme être le premier. Quand tu es le deuxième, tu peux apprendre des erreurs du premier. Il n'y a plus grand monde qui se rappelle de AOL ou les premiers, quand on avait nos courriels au début, Yahoo, Alta Vista, les premiers browsers, les premiers moteurs de recherche. Tu sais, eux autres, ils ont défriché la voie. Et après ça, les autres sont arrivés puis ont fait mieux, plus efficacement. Puis, c'est pas mauvais d'être le deuxième.
tant que tu restes sur toi-même et tu fais ce que tu veux faire, tant que tu... Moi, je te dirais ça, tu prennes ta voix. C'est ça qui est important, je pense, là-dedans. Ouais. Puis je pense que garder sa niche aussi, Ouais. pas essayer de trop élargir, devenir le Walmart du coworking ou de garder un marché cible, une recette qui fonctionne gagnante, puis de la reproduire. Tout à fait, tout à fait. Puis tu sais, il faut la trouver, cette recette-là. Puis c'est ça qui est long des fois, tu sais, je veux dire. En des erreurs. On essaye, on explore, on écoute, l'intuition joue beaucoup aussi comme entrepreneur. Tu sais, quand on disait au début, il faut écouter les gens, mais oui, mais non. Quand est-ce que tu écoutes le conseil? Quand est-ce que tu le prends? Quand est-ce que tu le prends pas? C'est l'intuition qui te dit un peu de... Puis des fois, tu te trompes. Dépasser 3 fois le même conseil, là, moi, ça commence à me tricoter, là. Oui, c'est... Effectivement. Quand ça arrive, la fréquence fait que peut-être qu'il a touché à quelque chose de sensible. Là, ça va me faire remettre en question. Là. C'est vrai, c'est vrai. Puis il faut, je pense que... Puis c'est bien de se remettre en question. Ben oui. Il faut, parce que si tu le fais pas, t'es mort. 100%. Non, c'est... Puis, tu sais, le coworking, c'est une offre. Tu es dans le marketing, tu as choisi cette niche-là de servir des clients dans ton domaine. J'ai choisi cette niche-là, moi, dans le mien. Après, on est des entrepreneurs, point. Ouais. Puis, entreprendre, c'est entreprendre. Le produit est secondaire jusqu'à un certain point. Tu n'as pas acheté l'idée d'être entrepreneur pour être en marketing. Tu l'as fait parce que tu avais des compétences, tu avais des habiletés, tu avais des intérêts. C'est prendre action au départ. C'est ça. C'est d'avancer. Puis de prendre le risque. Ouais. Prendre le gros risque de saut en parachute, comme j'appelle. Là. Mais tu vois, je parlais de l'effectuation au début comme principe pour lancer des entreprises. Puis ceux qui ne sont pas sûrs de dire je suis fait pour être entrepreneur puis tu te le quittes, l'effectuation est faite pour ça, de travailler avec ce que tu as, avec un budget très minimum pour tester des idées. Entreprendre, c'est un cycle qui se répète à l'infini. C'est un peu comme tu fais un essai, tu fais un autre essai, tu fais un autre essai, puis tu tournes en rond tout le temps. Mais tu n'es jamais au même endroit, tu montes comme entrepreneur. Je regarde mes premiers cycles que j'ai faits, c'était horrible. Je veux dire, aujourd'hui, je me regarderais, puis je rirais de moi, je suis bien niaiseux. Puis je suis sûr que dans 3 semaines, je vais regarder des affaires que j'ai faites il y a un mois, puis je vais dire, mais pourquoi tu as fait ça? C'est la même chose pour moi. C'est un processus. Les premiers sites web que j'ai faits il y a 10 ans versus aujourd'hui. Ça n'a rien à voir. Même mon learning curve pour de la production vidéo, ça fait pas tant longtemps que j'en fais. Je regarde mes premières vidéos, puis maintenant, même avec le podcast, là, on a changé la formule en 3 épisodes. Fait que de se renouveler tout le temps, s'adapter son produit pour le client. Le peaufiner, le tester. Ça, c'est une erreur que les gens font souvent. Tu sais, on parlait d'erreur au début, là, de dire je lance un produit, puis je le peaufine, puis après ça, je le mets en marché. Je veux pas que personne le voie avant qu'il soit prêt, puis que le quitte. Quelle grande erreur. Le premier coworking qu'on a lancé, c'était une salle de conférence avec 4 personnes, 5 personnes. 5 à 15 piastres chaque, on payait 75. On n'avait pas de bail, on n'avait pas de site web, on n'avait rien. C'était un sondage en ligne que j'avais mis. Y en a-tu qui s'attendent d'avoir un coworking sur la Rive-Sud? Si oui, appelez-moi. C'était ça, là. C'est comme ça qu'on a testé ce concept. Oui, c'était sur Facebook. LinkedIn. Non, sur Facebook. Ouais. C'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça que avec un poll. Avec un sondage. Wow. Un sondage. Il y a une personne qui m'a dit hey, moi, ça me tente. Elle n'est jamais venue dans le coworking. On se réunissait chez Bedon. Bedondin et Bedonron. Je ne sais pas trop, à Chambly. Là. Ouais. On allait prendre une bière là. Microbrasserie. Puis elle disait moi, j'adore le coworking. C'était émergent à l'époque, mais elle avait connu ça ailleurs dans un autre pays, je ne sais pas trop. Puis finalement, c'est elle, la première qui m'a aidé à développer un peu le concept. Puis elle n'est jamais venue dans le coworking, elle n'a jamais embarqué, c'était pas ça, mais elle trouvait l'idée, le fun de travailler sur l'idée, point. Fait qu'elle n'a jamais loué d'espace, mais jamais loué d'espace. La business. En fait, non, même pas de business. Elle m'a amené à réfléchir, j'avais quelqu'un avec qui en parler. Et ça a fait toute la différence. Et après ça, je suis tombé avec une deuxième personne, une autre fille, c'était 2 filles, les 2 premières, qui, elle, me dit, sais-tu quoi, je vais dans un café, moi, déjà, une journée par semaine, une demi-journée, on peut-tu se voir? On s'est rencontrés là, puis tous les mercredis après-midi, on se rencontrait chez Café Brûlerie, Café Crème. OK. Boucherville, Boucherville sur le bord de Longueuil. Et puis, on se rencontrait là. Puis là, du coup, on était rendu 3. Puis on était rendu 4. Puis à un moment donné, il y a une personne dans l'équipe qui m'a dit hey, ça serait le fun qu'on ait notre place. Puis ouais, mais on n'a pas d'argent. Et tout le monde était soit des télétravailleurs, soit des gens qui étaient en train de lancer des entreprises. Puis moi, j'avais un autre projet. C'était pas ça le coworking, mon entreprise. Là. C'était un projet, tu sais. Puis je connais quelqu'un qui a un bureau, qui a des locaux qui ne se servent pas. Puis c'est elle qui nous a mis en relation.
Et puis finalement, elle est retournée à Montréal en cours de route. Elle n'est plus là, ça fait longtemps. Là, En fait, de tous les membres fondateurs au début, il n'y a plus personne qui est là. T'es rendu tout seul. Ben, je ne suis pas tout seul. Mais ils sont plus avec... Eux, ils ont fait leur chemin. OK. Coworking, c'est quelque chose qui peut être éphémère aussi jusqu'à un certain point. Ouais. Le besoin en coworking, c'est pas toute ta vie. Je veux dire, C'est vrai. tu as besoin d'un site web. Une fois qu'il est fait, tu n'en as pas besoin d'un deuxième. Mhm. Ce que tu as peut-être besoin, c'est de le revoir une fois de temps en temps, le remettre au goût du jour, l'améliorer, le modifier. Mais il y a des choses dans la vie qui sont passagères, puis c'est correct. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. C'est la beauté de l'entrepreneuriat, c'est d'être capable de faire ce qu'on a envie de faire, la liberté que ça nous donne. Oui, ça vient avec du risque, ça vient avec d'autres choses, mais on peut prendre l'entrepreneuriat à plein de niveaux. On n'est pas obligé de lancer la grosse affaire à la Elon Musk, là. Non. On peut 100%. commencer un truc pendant qu'on a notre boulot. On peut commencer... L'important, c'est de valider des hypothèses, c'est de tester des trucs. Puis même Elon Musk, Steve Jobs, Ben, ils n'ont pas Bill commencé Gates, là. ils ont commencé tout dans leur garage. Là. Tout à fait. Je l'ai mentionné dans mon premier podcast, puis je le rementionne encore maintenant parce que Ouais. c'est l'idée du... C'est vraiment l'idée du... Puis souvent, ils se sont bien entourés. Tu sais, on parle d'Elon Musk, mais quand il a démarré PayPal, là, il était 12. Ouais. Puis 12 que... Mais c'était 12 développeurs ultra génissimes que les 12, ils ont contribué à d'autres projets après. Ben, chacun a lancé des entreprises Ouais. qui sont, peut-être pas aussi rayonnantes que celles d'Elon Musk, mais tout à fait respectables. Là. Blue Origin vient de là. C'est quoi les... je me ne rappelle retiens jamais les plus, noms non ouais. plus, mais il y a des grosses affaires qui sont sorties de là. Fait que moi, je te dirais que c'est tu sais, dans l'entrepreneuriat, c'est pas vraiment les bâtisses, c'est pas vraiment les actifs, le matériel, c'est vraiment les connexions humaines que tu développes qui t'amènent de la business, puis par la suite, ça fait boule de neige, puis ça arrête plus. Ben, quand tu es prêt. Après ça, il y a toute la préparation à ça. C'est ça qui est long au début, c'est de dire, j'ai une idée ou j'ai pas d'idée. J'ai un de mes stagiaires qui me disait hier, je voudrais éventuellement faire de l'entrepreneuriat. Je trouve l'idée intéressante, j'aime le modèle, j'aime l'idée d'être à mon compte, mais j'ai pas d'idée. Puis finalement, on parle, puis finalement, elle dit, ben, cette affaire-là me passionne, ce sujet-là me passionne, ce truc-là me passionne. Ben, c'est là qu'il faut t'entreprendre. Je veux dire, après ça, on va travailler le modèle, on va travailler on va voir la niche que tu peux aller occuper là-dedans, mais ça part d'une passion, parce que si tu n'aimes pas ce que tu fais, va pas là. Surtout que les premiers temps d'un démarrage, C'est long. Ça en met des heures, c'est pénible, puis le résultat vient pas immédiatement. Puis à un moment donné, en plus, moi, je sais que je suis en train de vivre ça en ce moment. Tu atteins un plateau, puis là, tu es comme, OK, il faut que j'embauche un employé. Mais là, avec le chiffre d'affaires que j'ai actuellement, c'est impossible. Ouais. Comment je fais? Comment je fais? Oui, tout à fait. Fait que Là, tu t'entoures d'un fiscaliste qui t'explique comment faire, c'est quoi les procédures. Puis là, il te trouve Puis là, mais c'est encore de prendre des risques, par exemple, parce que là, tu t'en vas... Il te fait un plan pour aller à la banque, puis là, il t'emprunte pour te payer pour ta croissance. Pour ta croissance, mais tu t'empruntes le salaire à la banque de quelqu'un d'autre. Faut y croire, hein? Moi, j'en parle, j'ai des frissons. Non, mais en même temps, c'est quoi? La première fois que tu le fais, c'est stressant. La deuxième, tu te dis, OK, been there, done that. Puis le troisième, tu te dis, c'est la façon de faire. Je ne dis pas d'emprunter pour engager quelqu'un, je dis juste que les moves que tu fais dans risqués, puis là, on parle entre toi et moi, puis je veux dire, je t'arrête d'oublier qu'on est dans plein de monde, mais à la fin de la journée, le risque que tu prends, il est aussi proportionnel à ce que tu es capable de prendre. Ouais. Tu sais, on roule sur un chiffre d'affaires on n'est pas encore rendu à 1 million de chiffre d'affaires, mais on s'approche lentement. Puis c'est clair que c'est pas la même chose que quand j'ai commencé. Je sortais mon historique de revenus. La première année que j'ai eu le petit coworking, en tout cas au début. Ouais. Puis, écoute, je pense que ça nous coûtait, c'est quoi, 10 000 de chiffre d'affaires la première année? Quand on a commencé au tout début, là, Annuel. On n'avait même pas de bail, là. Tu sais, quand on était encore sur Sainte-Élisabeth, là, dans le centre-ville de Longueuil, dans le Vieux-Longueuil, c'était 10 000 de chiffre d'affaires. Là. C'était comme, on parle de... Ça n'a rien à voir avec ce qu'on faisait. Mais c'est quoi le risque à cette époque-là? C'était quoi? C'était de dire, j'achète une petite machine à café Breville à 100$. Ou j'attends, ou je le fais pas. Là, les enjeux sont plus gros. Là. Ben, en fait, le 10 000 est passé à un chiffre beaucoup plus gros. Puis la Breville, c'est rendu un système d'acquisition de clients. C'est l'Internet, c'est un routeur. Pas un routeur, c'est pas assez cher, mais je prends un bail. Un bail, là, ça varie, là. Je veux dire, ça dépend de la grosseur de la bâtisse que tu as. Mais c'est des dizaines de milliers de dollars, là, par mois. Ce que tu faisais en un an. Oui, là, c'est rendu par mois pour un site. Donc, le niveau de risque que je prends aujourd'hui, il est proportionnel avec
ma confiance aussi de Mhm. prendre ce risque-là. Parce que je me suis bâti comme entrepreneur. Ça m'a pris des années à m'appeler entrepreneur. C'est Davender Gupta, qui est un gars très actif je ne sais pas si tu le connais, mais Non. à Montréal, très actif dans l'écosystème entrepreneurial à Montréal, qui, je disais au début, tu sais, je ne suis pas un entrepreneur. J'ai une idée, j'ai des projets, je travaille, je fais des choses. Puis le jour, il m'a dit, quand tu mets du risque dans ton business, quand tu prends un risque, tu es un entrepreneur. Tu es rendu, c'est plus la même chose. T'es plus, c'est pas quelqu'un d'autre qui prend le risque à ta place, c'est toi, là. C'est ça, un entrepreneur. Puis c'est là que j'ai arrêté de dire que j'étais pas un entrepreneur, mais ça fait pas longtemps. Ça fait 5 ans, 4 Puis ans. en plus, quand tu es entrepreneur, tu es le dernier payé dans toute l'entreprise. Là. Tout à fait. Tout le monde a son argent. Ouais. C'est Puis toi, j'en ai là. vu des business, tu sais, dans le coworking, on en voit passer des business là, qui croissent ou qui ferment. J'ai vu les deux, forcément. Puis j'ai vu je parle aux entrepreneurs, c'est notre réalité. C'est notre pain et notre beurre, c'est notre vie jusqu'à un certain point. Fait que je sais qu'est-ce que c'est de... Tu payes le dernier, là. Je sais ce que c'est. Mhm. Puis je le fais. Puis tu le fais. On le fait Mhm. tous. On le fait tous. Ouais. Parce que ce qui est important, c'est que ça avance, puis que nos gens soient contents, nos clients sont contents, nos employés sont contents, nos stagiaires sont contents, les gens autour de nous soient heureux. Exact. Puis ça, ben, quelqu'un qui n'est pas entrepreneur a de la misère à saisir cet élément-là. C'est pour ça que d'avoir des podcasts pour entrepreneurs, c'est tellement important. Il y en a quelques-uns, puis je pense que le tien va ajouter encore une couche de plus pour aller augmenter encore l'awareness des entrepreneurs pour dire « parlons-y ». Mais je vais essayer d'aller chercher une variété aussi parce que, tu sais, oui, souvent, il y a comme les séries A là, que tout le monde veut avoir à leur podcast. Mais moi, j'aime ça avoir des histoires humaines de gens, pas nécessairement qui sont milliardaires, mais qui ont réussi, qui vivent bien, puis qui ont une liberté quand même. Tu sais, moi, je voulais varier un peu. Ah oui, varier l'auditoire. Ouais. Varier l'auditoire, avoir de différents types, une variété d'entrepreneurs dans tous les domaines. Mm. Comme là, je vais avoir un courtier en gestion des déchets. Ah, wow! Ben, sais-tu qu'est-ce qui est le fun quand tu amènes des profils comme ça différents? C'est pas connu. Exact. Je connais même pas mais c'est un métier que je connais pas. Puis deuxièmement, ce qu'on trouve, c'est que des fois, ça nous inspire pour des nouvelles idées. Exact. Ça nous amène sur des terrains connus. Ça s'appelle la sérendipité, en fait. C'est le hasard heureux qui fait que tu connectes des trucs qui ne se connectaient pas naturellement. Et inversement, on se rend compte à ce moment-là qu'on est tous pareils. Les enjeux sont probablement les mêmes que les tiens, les mêmes que les miens, les mêmes que ceux qui nous écoutent. En tout cas, certains enjeux, c'est clair. Exactement. Ça va être super intéressant à écouter. Effectivement, j'ai hâte de voir comment tu vas l'amener. Là. Puis, comment tu as trouvé ton expérience aujourd'hui? C'était vraiment cool. J'aimais ça. Je sais pas. Relax, c'est J'ai cosy. fait un peu de télé. Oui? TVRS, des choses comme ça, les petites entrevues, des choses comme ça. OK. Le podcast, c'est la première fois, puis c'est drôle parce que ça fait peut-être 1 an que j'en écoute des podcasts. C'est assez récent dans ma vie d'entrepreneur. J'adore la formule, fait que je suis tellement content de contribuer à... Si ça peut aider un entrepreneur ou moi, je suis vraiment... un entrepreneur à avancer, là, je vais être heureux. C'est mission accomplie. Là. Yes. Ouais. Je suis vraiment content, puis je te souhaite longue vie à ton podcast. Yes, merci beaucoup. Il s'appelle comment, d'ailleurs? Le podcast de NuaWeb, l'infini à un clic. L'infini à un clic, Oui, OK. oui, Il va falloir trouver un nom... Ouais, on travaillera là-dessus. Ah ouais, je pense qu'il y a de quoi à faire. Là. Ouais. Au début, tu testes le truc, puis après ça, tu l'officialises. Je pense que tu es rendu là. Exactement. La longue vie au podcast de NuaWeb. Ouais. Puis encore, merci de m'avoir invité. C'était génial. Ben, c'est moi qui te remercie. Puis on vous remercie d'avoir écouté le podcast. On vous souhaite une excellente journée. Puis on se revoit pour l'épisode numéro 4. Yes! Cool! Yes, sir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. That's it.